Bonjour, je suis Dr. Afi, je suis assistante en chirurgie viscérale au CHU de Betna. Donc, on continue notre série de cours sur le module de petite chirurgie destiné aux étudiants première année ISP. Donc, le quatrième cours, donc, il s'intitule Phlegmon et Panarie. Si on parle un peu de phlegmon, les phlegmons, ils sont plus dangereux que les panaries. Donc, un petit rappel sur l'épidémiologie, c'est des pathologies qui sont assez fréquentes. Il y a certains terrains qui sont favorisants, on a les travailleurs manuels et les déficits immunitaires chez les diabétiques et l'alcoolisme. Le germe le plus souvent incriminé, c'est le staphylocoque. Il peut être soit streptocoque, soit les VGN. L'inoculation, soit elle est directe par manipulation, ou bien après une morsure de chien ou bien de chat. Panarie, c'est quoi? Le panarie, donc, c'est une infection des tissus mous intéressant les doigts à la suite d'une inoculation d'un germe selon les différents mécanismes qu'on a parlé tout à l'heure. Ça touche soit la face palmaire, donc il s'agit de la pulpe des doigts, et soit la face qui est dorsale, c'est la face inguinale. Il passe pour la formation d'un panarie, donc ça passe par trois phases. La première phase, donc c'est une phase qui est invasion et qui passe inaperçue. La deuxième phase, c'est une phase qui est phlegmatique. Et la troisième phase, c'est une phase de collection. On commence par la première phase, c'est une phase qui est invasion. Qui dit invasion, c'est le début d'infection. C'est une phase qui est peu symptomatique, il n'y a pas beaucoup de douleur, il n'y a pas de signes qui sont fonctionnels. Et on peut traiter le patient juste s'il a une rougeur ou bien juste par des antiseptiques. Et on demande toujours si le patient il est vacciné contre le tétanos, oui ou non. La deuxième phase qui est phlegmatique, qui dit phlegmatique, donc il y a des signes qui sont inflammatoires. Inflammatoire, donc on a une rougeur, œdème et chaleur ressentie par le patient. La douleur, elle peut être donc selon le patient, est modérée, donc intense, et elle touche le plus souvent le patient le soir. Il n'y a pas de signes généraux. La phase de collection, là, on a une apparition, donc la peau, elle devient plus fluctuante, donc elle devient plus claire, augmentation de la rougeur, et il y a un issu de pus ou bien qui est juste sous la peau. C'est une douleur qui est pulsative et permanente, donc elle réveille le patient la nuit. Il y a parfois quelques signes qui sont cliniques, donc la douleur, la tachycardie et l'insomnie. Quel est le traitement du panarie? Donc c'est un traitement qui ne nécessite pas une hospitalisation, c'est une pathologie qui est bénigne. On a le traitement médical, donc on a des antibiotiques on commence toujours par une antibiothérapie qui est synergique, probabiliste, on commence par l'augmentin, et si on a une preuve cytobactériologique, on adapte le germe, s'il n'y a pas une diminution de la fièvre. On ne donne jamais d'anti-inflammatoire dans ce genre d'inflammation. Le traitement chirurgical, excision, donc c'est l'ablation, on ouvre le panarie là où il y a le point le plus fluctuant, on évacue le pus pour soulager le patient et on laisse une cicatrisation qui est dirigée. On ne ferme pas une peau qui est infectée. Donc on enlève tout ce qui est mort et on sauve le patient, parfois même une immobilisation qui est transitoire du doigt concerné. Donc on a vu les panaries, là on va voir les phlegmons des gaines défléchisseurs. Qui dit gaines défléchisseurs, donc il y a une infection qui touche des tissus mous intéressants, la gaine défléchisseur, qui ont pour rôle la flexion des doigts sur la paume de la main. C'est ça. Et si on a une infection, elle intéresse les muscles et les tendons. C'est pour ça qu'on a une immobilisation et une impotence qui est fonctionnelle. Cette infection, elle engage le pronostic fonctionnel de la main et si on ne la traite pas précocement. L'extension, elle peut être étendue jusqu'à l'avant-bras. C'est une infection qui passe par trois formations. La première formation, c'est une formation qui est inflammatoire, la deuxième, elle est phlegmatique, et la troisième, il y a des signes de nécrose et perte de substance. Et on peut trouver même une mise à plat, une nécrose étendue de la main. Le plus souvent, elle touche la face palmaire et non pas dorsale. Les signes inflammatoires, il n'y a pas de signes généraux, il y a juste une inflammation, il y a le point d'inoculation, s'il y a une morsure bien sur une paume de la main, là il y a juste des signes inflammatoires et au niveau de la gaine. Le stade de formation du phlegmon, là il y a
une main qui est en pronation, les doigts en crochet, le patient il bouge pas la main, avec une rougeur, une douleur et parfois des signes généraux infectieux qui sont plus ou moins présents, soit une fièvre élevée, soit une douleur, c'est ça, altération de l'état général. Et le troisième stade, donc c'est un stade qui est visible cliniquement. On a des signes de nécrose, une perte de substance. On peut même voir les tendons des fléchisseurs de la main et une main qui est paralysée et présente sûrement de signes qui sont infectieux et peuvent engager le pronostic vital vers un choc qui est sceptique si on ne commence pas une bonne antibiothérapie et une hospitalisation du patient. Le traitement hospitalisation d'urgence, on bombarde le patient avec une double antibiothérapie, toujours si elle est probabiliste, double tri-antibiothérapie, et après on ajuste le traitement après l'étude cytobactériologique ou bien s'il y a échec de traitement. Avec des antalgiques et jamais d'anti-inflammatoires. Le traitement chirurgical, donc on ouvre, c'est un traitement chirurgical qui se fait au bloc opératoire sous anesthésie loco-régionale. On a une mise à plat de la gaine, on ouvre, on lave bien, on nettoie, on débride, on enlève les tissus qui sont nécrosés et on laisse une plaie qui est cicatrisation dirigée. Et enfin, une immobilisation du membre qui est concerné et avec des contrôles qui sont réguliers. Je vous remercie.